De graves menaces pèsent encore et toujours sur les Indiens. De l'Amazonie à la forêt atlantique, ces menaces sont innombrables. Déforestation, cultures intensives comme le maïs, la canne à sucre, le soja, en défendant leur territoire et leur mode de vie traditionnel, les peuples natifs savent qu'ils défendent aussi la planète et tous ses habitants. Nous savons que quand nous protégeons la forêt, l'environnement, cela ne favorise pas que nous, mais la planète entière. Car c'est la planète qui agonise, c'est la planète qui est détruite, c'est l'environnement qui meurt. Nous voulons le droit à la vie, à la terre, à l'eau. Nous voulons que nos enfants puissent profiter de ces biens ancestraux. Vous avez envahi notre terre. Tout cela est la faute des Blancs qui ne respectent pas nos cultures et nos traditions. Je suis très inquiet. J'ai envie de réunir tous les chefs indiens de la planète pour savoir comment continuer à lutter pour nos droits. Je suis menacé de mort. J'ai reçu beaucoup de menaces. Je ne peux plus aller en ville. Comment va-t-on nourrir notre famille? Nous ne sommes pas des envahisseurs. La guerre, c'est la guerre. S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. L'Amazonie, la plus vaste forêt tropicale de la planète. Nous filons à 20 nœuds. Direction, les terres du peuple Sataremaoué, au Brésil. Ce chef incarne bien la résistance des Indiens à la société du profit, responsable de bien des dégâts. 1/5 de l'Amazonie a déjà disparu. La disparition de la forêt, c'est aussi celle des Indiens. J'ai commencé très jeune dans le mouvement indien et ça fait déjà 30 ans que je mène ce combat. Il y a beaucoup de difficultés, mais nous avons toujours l'espoir de vaincre un jour. Vaincre signifie sortir son peuple de la misère en revenant aux traditions ancestrales qui prônent l'harmonie avec la nature. Le sort de la planète en dépend. Je trouve que c'est important de faire connaître au monde notre philosophie, basée sur la préservation de l'environnement. Nous menons des initiatives qui génèrent des revenus pour les Indiens, tout en respectant la biodiversité. C'est vital pour garantir le futur de nos fils et de nos petits-fils. Nous nous trouvons sur le fleuve Paraná do Ramos, entre Manaus et Parintins, les deux villes les plus importantes de l'état de l'Amazonas. Avec son épouse et son dernier enfant, Obadias Garcia revient sur ses terres. Après un séjour en ville et 3 heures de bateau. Cet homme a rendu sa fierté à son peuple en promouvant une nouvelle organisation sociale, un conseil général de la tribu, avec pour objectif de développer une économie durable. Dans la forêt, les traditions sont immuables. Les jeunes filles préparent les repas de la famille élargie. Le manioc est un aliment de base principalement utilisé sous forme de farine. L'éducation des enfants satérés commence d'abord par la mère.
Les petites filles observent leur mère pour apprendre. Un enfant à cet âge a déjà son couteau et son manioc pour préparer la cuisine. Après l'avoir épluché, le manioc doit être trempé dans l'eau pendant de longues heures avant de pouvoir le consommer. C'est une culture millénaire des Sateré-Maoué. La farine de manioc est notre nourriture de base, de tous les Indiens de façon générale. Le manioc, comme les autres aliments de la tribu, sont issus de la culture sur brûlis, une technique agricole millénaire. Obadias Garcia veut nous montrer qu'en dépit des apparences, cette pratique ne détruit pas la forêt. Cela consiste à brûler la végétation sur une petite parcelle avant de l'ensemencer. Les Sateré-Maoué font pousser ici de la pastèque, du manioc, des haricots. Brûler cette zone, c'est une façon d'aider l'environnement? Oui, aussi, car après nous planterons des arbres qui vont rester permanents. À ce moment-là, on va refaire la même chose dans un autre secteur de la forêt, pour ne pas avoir trop d'impact négatif sur l'environnement. On brûle ici, on tire ce dont nous avons besoin pour nous alimenter, puis on replante des arbres permanents et on laisse faire la nature. Les Indiens ne dessouchent jamais les arbres coupés. Leurs cycles de culture sont courts et le temps de la jachère est très long. Ainsi, l'écosystème s'autorégénère même si cela peut prendre 10, 20 ou 30 ans. L'objectif de la tribu est de vivre de la forêt en l'impactant au minimum pour le plus grand bénéfice de la planète et de ses habitants. Au menu aujourd'hui, du manioc donc, et de délicieux poissons pêchés dans le fleuve voisin. Ça, c'est la nourriture des Sateré. C'est de la farine. Que mangez-vous exactement? C'est de l'eau et de la farine de manioc. Comme je n'ai pas bu mon café ce matin, je suis sorti à 5 heures de la maison pour organiser notre voyage. Et j'ai pas eu le temps de manger. Alors j'ai vraiment très faim. Ça va me caler pour améliorer la situation. Ça, c'est du piment. Presque tout ce que vous mangez ici vient de la forêt, de la nature. Oui, presque tout. Il y a déjà 23 ans, Obadias Garcia a fondé un consortium pour produire et commercialiser les graines et les fruits de la forêt. Les techniques traditionnelles utilisées ont pour but d'en finir avec la malbouffe et ses conséquences. Cancer, hypertension ou encore diabète, autant de maladies qui avant n'existaient pas ici. Une marche à suivre pour toute la planète. La santé, ce n'est pas avoir une ambulance prête à t'emmener à l'hôpital ou d'avoir des médicaments industrialisés. La santé, c'est quand vous avez vos propres aliments et des terres suffisantes. Quand vous avez de la diversité, des richesses, vous pouvez vivre de la forêt. Vous consommez des aliments sains qui vont protéger votre corps contre les maladies.
Ça, c'est la santé. Et c'est ça que nous devons retrouver. Aujourd'hui, l'équipe du Brésil joue un match décisif. Le village n'a pas d'électricité, mais il y a un groupe électrogène. Il a été mis en route 3 heures plus tôt que prévu, à l'heure du match de foot. À 300 km plus au nord, la ville de Parintins, 110 000 habitants. C'est le centre névralgique des fils du Guarana, c'est-à-dire les Indiens Sataremawe. C'est dans cette ville d'Amazonie que se trouve le siège du consortium fondé par Obadias Garcia. Les graines et les fruits récoltés en forêt sont transformés et commercialisés dans ces locaux. Sergio est le fils aîné d'Obadias Garcia. À 32 ans, il est l'un des dirigeants de l'entreprise. Notre culture principale, c'est le Guarana. On est connus comme les fils du Guarana. Nous avons donc créé une politique économique à partir du produit que nous avons. Nous avons organisé un commerce de ce produit en faveur des Sataremawe. On ne vend pas juste le produit Guarana. On vend aussi l'image de notre peuple à travers la question de la biodiversité, de la préservation de la culture, de la langue, de l'éducation, de la santé. On montre aujourd'hui au gouvernement brésilien et au peuple frère qu'il est possible de construire un développement sans déforestation. Qu'y a-t-il dans ce petit sac, Sergio ? C'est du guarana brut. Le fruit du guarana est haché, conditionné puis transporté vers l'Europe. Le guarana des Sataremawe est connu comme un produit d'excellence. C'est pour ça que notre guarana est plus cher sur le marché international via le commerce équitable. Le guarana est transformé en boissons énergisantes, en produits cosmétiques ou parapharmaceutiques. Ce fruit agit sur le système nerveux, éliminant la fatigue et stimulant la mémoire. De Parintins via Manaus, nous gagnons Dourados dans l'état du Mato Grosso du Sud, tout près de la frontière avec le Paraguay. Ici, c'est le royaume de l'agrobusiness. Soja, maïs, canne à sucre, éthanol. Ces productions empoisonnent les sols, l'air et les nappes phréatiques. Le Brésil est le leader mondial de l'agrobusiness. Dans l'état du Mato Grosso du Sud, 40 usines de sucre et d'éthanol supplémentaires vont bientôt sortir de terre. Il en existe déjà 24, la plupart sur les terres ancestrales des Indiens. À la fin des années 20, le gouvernement décide de coloniser cette région, à l'époque verdoyante. Les terres indiennes sont vendues aux colons, aux Blancs, venus de tout le pays. Depuis, la forêt atlantique a presque disparu, les Indiens aussi. Ils ne sont plus que 50 000 disséminés sur les bords des routes ou dans des réserves. Ce chef Guarani sait très bien que si un frein n'est pas mis à ce business, c'est toute la planète qui en subira les conséquences et pas seulement les Indiens. Nathanael Caceres nous emmène vers Dona Damiana, une Indienne de 76 ans, déterminée. C'est une guerrière qui souffre beaucoup,
Elle aussi est menacée de mort. Elle affronte un système très puissant, celui de la canne à sucre. L'agrobusiness tue notre peuple. Et s'il ne le tue pas toujours avec des balles, il le tue à petit feu, en l'empoisonnant ou par pression psychologique, en effrayant les enfants quand ils tirent des coups de feu. Tout ça décime notre peuple. C'est un génocide qui se produit aujourd'hui encore au Brésil. Un génocide dont le gouvernement est conscient, mais il ne fait rien. En ville, Nathanael Cáceres ne porte jamais sa coiffe de chef pour ne pas être reconnu, car il est menacé de mort par les grands producteurs de canne à sucre. Nous arrivons à destination. C'est un campement bien précaire. Dona Damiana et sa tribu ont déjà été expulsés à 5 reprises. Cela fait 17 ans qu'elle revendique la propriété où elle a grandi, aujourd'hui devenue une plantation de canne à sucre. Voici Dona Damiana, la chef de sa tribu, une guerrière qui est passée par de nombreuses luttes. Il y a quelques semaines, elle a été expulsée de sa terre, qui se trouve de l'autre côté de la route. Et maintenant, elle est ici, avec sa famille, sa communauté, et elle reste déterminée en dépit de la situation. L'industrie de la canne à sucre, du soja et du maïs se porte à merveille. Les Indiens Guarani Kaiowá, beaucoup moins. Ces enfants sont privés d'école, mais ils en rêvent. La tribu de Dona Damiana compte environ 60 membres, 11 familles en tout. Ces hommes sont venus prêter main forte. Ils construisent une petite maison en bois pour abriter Dona Damiana des intempéries comme du danger. Le risque d'une nouvelle expulsion est bien réel. Cette cérémonie est dédiée à la mémoire de leurs morts. Dona Damiana et son fils Wangaju ont perdu 9 membres de leur famille dans ce combat pour la terre. Depuis toujours, nous sommes persécutés, assassinés. Mais je ne perds pas courage, je ne perds pas espoir. Un jour ou l'autre, je récupérerai ma terre, au moins pour honorer la mémoire de nos guerriers qui ont perdu la vie ici même. Lui, c'est Gabriel Lopez. Il avait 4 ans quand il a été cruellement assassiné. Un fermier l'a écrasé avec son 4x4, lui roulant dessus 4 fois. On a dû récupérer son corps par petits morceaux pour l'enterrer. C'était le fils de notre guerrier, Gunumi Wangaju. Une enquête a bien été ouverte par la justice, mais le coupable n'a pas été plus inquiété que ça. Il y a eu aussi le cas tout récent de notre camarade Gilmar. Il était allé prendre l'eau de l'autre côté de la route. Vous voyez bien, il y a des gardiens là-bas. C'est une milice armée. C'est eux qui ont assassiné Gilmar. Ils l'ont tué et fait disparaître le corps. C'est là-bas qu'ils l'ont tué. Ils l'ont tué par arme à feu ? Oui, oui. Par arme à feu. C'est comme ça qu'ils ont tué Gilmar. Les producteurs tuent les Indiens, mais ils savent qu'en payant, ils vont rester libres. Ils ne seront pas punis. C'est ce qui nous fait le plus de mal, sachant que nos guerriers, nos proches, meurent et les coupables ne finissent pas derrière les barreaux. Dans ces voitures, des experts de la FUNAI,
l'organisme public chargé de la question indienne. Ils arrivent ici, sur la pointe des pieds. Damiana et son fils se réjouissent. C'est une lueur d'espoir pour la récupération de leurs terres. En voyant notre caméra, les experts remontent dans les voitures. Des membres de la délégation viennent nous expliquer la situation sous le regard pas tout à fait discret de la police. Je vous préviens, si vous nous filmez, on repart tout de suite et on reviendra une autre fois. Il y a beaucoup d'hostilité ici. C'est une région très sensible. Nous, fonctionnaires de la FUNAI, connaissons très bien le niveau d'hostilité qui existe à Karapu. S'il y a une quelconque fuite sur notre travail ici, on ne pourra plus être reçu par les producteurs. Aujourd'hui, on vient se présenter et converser avec la chef Damiana et son fils, avant de commencer notre enquête concernant ce territoire. Les terres traditionnelles indiennes sont la propriété des populations autochtones. C'est du moins ce que dit la Constitution brésilienne. Dans le cas des Guarani, le gouvernement fait obstruction. Il faut dire qu'une grande majorité des politiciens a des intérêts dans l'agrobusiness. Nous luttons contre l'agrobusiness, contre la déforestation. Regardez-moi ça. C'est la canne à sucre, des terres à perte de vue, où il n'y a plus d'arbres, plus d'ombre. C'est la pire chose qu'un Indien puisse voir. Notre terre est ravagée. Il n'y a plus de forêt. Nous savons que quand nous protégeons la forêt, l'environnement, cela ne favorise pas que nous, mais la planète entière. Car c'est la planète qui agonise. C'est la planète qui est détruite. C'est l'environnement qui meurt. Et qui souffre des conséquences? Ceux qui vivent en ville, les Indiens, les Noirs, les Blancs, tout le monde souffre. Quand un Indien parvient à vivre en harmonie avec la forêt, c'est bénéfique non seulement pour nous, les Indiens, mais pour la planète entière. Os arqueiros na frente! Cadê os arqueiros? Vamos se alinhar! Des Indiens sur le sentier de la guerre, c'était l'an dernier à Brasilia. Plusieurs milliers d'entre eux, représentant de très nombreuses ethnies, viennent protester pour défendre leurs droits et l'homologation de leurs terres traditionnelles. Le symbole Raoni était à la tête du mouvement. Nous voulons le droit à la vie, à la terre, à l'eau. Nous voulons que nos enfants puissent profiter de ces biens ancestraux. Vous avez envahi notre terre. Quelques mois après, le calme règne sur la capitale du Brésil. Mais pour les Indiens, rien n'a changé. Alors le grand chef Raoni reprend son bâton de pèlerin inlassablement. Il a rendez-vous avec plusieurs ministres. Là, c'est celui de la santé. Ces doléances sont multiples, du maintien des petits dispensaires dans les villages indiens à l'alimentation et ses méfaits. Certains veulent amener des marmites toutes prêtes dans nos villages. Mais ça, ce n'est pas bon pour nous. Moi, je voudrais qu'on puisse produire notre propre nourriture sur place. Le chef Kayapo ne garde pas que de bons souvenirs des dirigeants de son pays. Lula a fait de très mauvaises choses. Je ne l'ai pas aimé.
J'étais très déçu de ses prises de position. C'est Lula qui a commencé cette politique contre nous, les Indiens. Regardez ce qu'il a fait avec la construction du barrage de Belo Monte, sur les terres traditionnelles de nos frères Xingu. En ce moment, des parlementaires menacent nos droits et nos terres. Je suis venu à Brasilia car je suis inquiet. J'ai vu le chef de l'État, le ministre de la Santé. Je leur ai demandé de ne pas fermer les dispensaires dans nos villages. Le ministre de l'Environnement dit être de notre côté. Le ministre de la Justice m'a écouté et tenu des paroles réconfortantes. Il m'a garanti qu'il n'y aura pas recul de nos droits constitutionnels. Je suis donc content de mon déplacement à Brasilia. Et j'ai de bonnes nouvelles à annoncer à mon peuple. Ontem, fazendeiros e indígenas entraram em conflito. Uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas. Le 14 juin dernier à Carapo, un Indien Guarani est tué de plusieurs coups de feu, l'œuvre de producteurs agricoles. Ces images sont filmées par un Indien le jour de l'attaque. Les coups de feu claquent. À la gauche de l'écran, les Indiens qui occupent cette ferme depuis 2 jours. Sur cette image, on aperçoit l'un des assassins debout, fusil à l'épaule. Un agent de santé guarani, Claudio Di De Souza, 26 ans, est tué de 2 balles. L'une dans le ventre, l'autre dans la région du cœur. Les assaillants se sont enfuis, laissant derrière eux l'odeur de la poudre et de la mort. Prévenus avant la fusillade, la police n'arrive pourtant qu'après les faits. Le lendemain, 5 producteurs agricoles sont arrêtés. 6 Indiens sont gravement blessés. Parmi eux, un enfant de 12 ans. Le plus touché, c'est Libésio qui est là. Il a pris une balle dans la tête. 4 au total. Dans le ventre, dans l'épaule et le thorax. Au cours des 10 dernières années, 390 Indiens ont été assassinés dans la région. Ces familles éplorées affrontent un système puissant où le profit passe avant tout. L'agrobusiness broie tout sur son passage. Nathanael Cáceres se trouve aux côtés des beaux-parents de Claudio Di, l'homme assassiné. Un tireur était là-bas, derrière le talus. Claudio Di a été touché là-bas, au portail. Quand il est tombé, la pelleteuse a essayé de l'écraser. Et puis ils ont tiré une seconde balle, dans la poitrine. Vous avez vu qui a tiré? Un jeune avec des moustaches et une casquette, un pistolet à la main. Elson Cantero Gomes est un professeur de 29 ans. Lui aussi était présent le jour de l'attaque. Il y avait environ 50 véhicules, des 4x4, sur lesquels se trouvaient environ 200 personnes, des producteurs et des pistoleros. Ils ont ouvert le feu et ils n'ont eu pitié de personne. Les Guaranis veulent en finir avec l'agrobusiness pour réinstaller ici des cultures traditionnelles, sans aucun pesticide. Il en va de leur avenir et de celui de notre planète. La vérité, c'est que nous sommes ici pour être certains que notre terre nous sera bien rendue. C'est une ferme que nous avons reprise. Car si on attend l'aide du gouvernement, on peut toujours courir. Le gouvernement ne va jamais démarquer assez de terres dont nous avons besoin.
Nous ne devons pas avoir peur de cette pression, de ce génocide commis par notre gouvernement. Notre lutte est grande. Nous luttons contre des grands. Les politiques, les juges, les exploitants agricoles, ils sont tous alliés contre nous. Menacée à son tour, la famille du jeune Indien assassiné se terre. Nous avons rencontré la maman dans un lieu anonyme. Mon fils a été assassiné. Je me demande qui va s'occuper maintenant de son propre fils. Son père n'est plus vivant. Et qui va s'occuper de sa femme? C'est très douloureux parce que nous nous demandons tous les jours où est notre fils. On sait qu'il ne reviendra plus. La détention des fermiers ne me réconforte en rien. Je sais qu'ils sont détenus, mais que d'ici quelque temps, ils seront de nouveau libres. Et mon fils, lui, ne reviendra plus. Sous la bannière du Brésil, Claudio Odi a été enterré là où il est tombé. Plus personne ne pourra plus jamais l'expulser. En ville, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Aucun propriétaire rural n'a souhaité nous répondre face caméra, pas même leur syndicat. Mais voici ce que déclarait l'un d'entre eux, réputé pour sa haine des Indiens. La guerre, c'est la guerre. S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. La justice et la police le savent très bien. Dans cette vidéo de mars 2015, des Indiens tirent sur un tracteur et son conducteur. L'avocat de l'un des 5 producteurs arrêtés commente les images. Il touche le tracteur. La preuve, selon lui, que les Indiens ne sont pas si innocents que ça. Alors les terres que les Indiens veulent récupérer, selon vous, elles ne leur appartiennent plus? Non, elles ne sont plus à eux, légalement parlant. Autre détail, les Indiens erraient dans notre région et ne se fixaient pas. Ils étaient des nomades, principalement les Guaranis. Ils arrivaient dans une zone, ils la ruinaient et allaient faire la même chose ailleurs. Alors, s'il fallait déterminer les terres indiennes, c'est tout le Brésil qu'il faudrait leur rendre. La justice est convaincue d'avoir mis la main sur les coupables, même s'ils se disent innocents, comme le client de cet avocat. Les armes saisies par la police lors des perquisitions correspondent aux projectiles retrouvés sur la scène de crime. Leurs propriétaires ont donc été arrêtés. Les 5 producteurs détenus sont ceux qui ont tiré sur les Indiens? Le rôle exact de chacun d'entre eux reste encore à déterminer. Je ne peux pas m'avancer, mais je peux vous dire que tous étaient présents sur les lieux du crime. Les indices matériels les désignent comme des participants décisifs dans l'assassinat du jeune Indien, comme dans la tentative d'assassinat des 6 autres Indiens gravement blessés. Les Guaranis sont désespérés de voir leur terre et l'environnement en général détruits inexorablement par les agrotoxiques. Dans cette danse, ils en appellent à leurs ancêtres pour les soutenir dans un combat interminable. Un campement de fortune fait de branches et de bâches en plastique.
C'est aussi une ferme occupée depuis 5 mois. Beaucoup de femmes et d'enfants vivent ici. À chaque fois que les Guaranis prennent possession de leurs terres traditionnelles, ils se font chasser par la police, ou pire encore, par les producteurs. Ils ont pris notre terre. C'est fini. Nous sommes inquiets pour nos enfants. Moi, j'ai déjà 41 ans et ces enfants, que vont-ils devenir? Nous sommes de retour dans notre Tekora, qui est notre terre sacrée. C'est à nous. Les fermiers disent que nous sommes des envahisseurs. Mais c'est pas vrai. Si eux nous disaient « cette terre est à vous, prenez ». Non, jamais ils vont le dire. Reculer, nous ne reculerons pas. Courir non plus. Nous ne courrons pas, nous avancerons. Quel jour va-t-on nous rendre nos terres? Quel jour? Je veux que le gouvernement délimite plus de terres pour nous, car nous sommes fatigués. Les enfants sont très fatigués. Ils veulent juste étudier en paix. Cette route à côté est publique. Qui sait si les producteurs ne vont pas venir écraser nos enfants? Ils vont encore en tuer un. Nous sommes fatigués. Nous sommes au bord du gouffre, avec les enfants. Je n'en peux plus. Je suis menacé de mort. J'ai reçu beaucoup de menaces. Je ne peux plus aller en ville. Comment va-t-on nourrir notre famille? Nous ne sommes pas des envahisseurs. Cet anthropologue défend l'idée que les Indiens sont dans leur bon droit. Ils ne sont pas des envahisseurs, mais des gardiens de la forêt, ou du moins ce qu'il en reste. Ici, dans le Mato Grosso du Sud, presque toutes les fermes ont des titres de propriété. Elles sont régularisées. C'est l'État fédéral qui en est à l'origine, quand il a lancé sa politique de colonisation du centre-ouest du Brésil. La stratégie de l'État a été d'occulter le fait qu'il y avait des Indiens et de faire comme si leurs terres étaient libres. L'État les a vendus pour favoriser la colonisation. Ce n'est pas un problème indien, c'est le problème de l'État brésilien. C'est donc à lui de le résoudre. La majorité des producteurs n'a pas envahi ou volé les propriétés. Ils les ont achetées sans se rendre compte du processus historique dans lequel ils étaient. La stratégie qu'ont les Indiens de récupérer les terres est-elle la seule possible? Alors que c'est très dangereux. Le mouvement de récupération est une stratégie politique importante. Cela donne de la visibilité à une situation sociale où les Indiens sont invisibles. Ils ne sont pas considérés comme des êtres humains. Cette stratégie mobilise le soutien des ONG qui mettent la pression sur l'État pour que les délimitations des terres aient lieu. Mais c'est aussi une façon d'être proche des lieux où les parents, les ancêtres ont vécu par le passé. Accéder à ces lieux, c'est accéder à la mémoire, à une expérience, qui n'est pas possible dans les réserves ou dans les villes où les Indiens sont parqués. Reste un espoir pour les Indiens et pour les forêts du monde entier, Raoni. Pour mobiliser l'opinion publique, le chef Kayapo prône une alliance de tous les peuples indiens de la planète.
En juin prochain, je vais organiser une réunion à l'échelle mondiale pour avoir une réflexion sur nos peuples et sur nos cultures. Il y a beaucoup de peuples qui n'ont plus de culture. Ils ne parlent plus leur langue, ne chantent plus. Ils ressemblent à des Blancs. Tout cela est la faute des Blancs qui ne respectent pas nos cultures et nos traditions. Je suis très inquiet. J'ai envie de réunir tous les chefs indiens de la planète pour savoir comment continuer à lutter pour nos droits et rétablir le respect à notre égard. En attendant ce rendez-vous historique, retour en Amazonie. Nous survolons les terres traditionnelles du peuple Sataré-Maoué, reconnues officiellement en 1986. Environ 13 000 Indiens vivent sur ces 788 km². Obadias Garcia est là en famille. Le chef indien a lancé il y a 23 ans le projet Guarana, un consortium qui regroupe près de 300 petits producteurs. C'est un exemple quasi unique d'organisation commerciale chez les Indiens du Brésil. Tous ses proches vivent de la vente du Guarana. Obadias nous emmène dans la forêt toute proche afin de découvrir les plantations. Ça, c'est la plante de Guarana. Il commence déjà à fleurir. C'est la fleur de Guarana. Cette plantation appartient à la famille d'Obadias Garcia, qui possède ici 400 plants de Guarana. Notre façon de produire n'est pas industrielle. Elle ne vise pas la commercialisation, le profit. Elle vise la qualité du produit, le respect du produit, le respect de la forêt, de l'environnement, de la biodiversité. Vous ne vouliez pas en planter plus pour vendre plus ? Mes plantations me suffisent. L'important, ce n'est pas de développer, mais de préserver l'environnement. Elle possède 400 pieds de Guarana. Un pied peut donner 5 à 8 kilos de Guarana en moyenne. Partons sur 5 kilos, qu'on multiplie par 400 pieds. Cela fait plus d'1 tonne de fruits. Et 1 tonne, cela représente environ 10 000 euros. C'est bien suffisant pour elle et nos petits-enfants. Elle n'a pas besoin de faire des achats, car toute la base de notre alimentation est ici, dans la forêt. Grâce à sa production, elle a une vie digne. Une fois récoltés, les fruits doivent être triés à la main, puis séparés de leurs capsules rouges. Un travail minutieux pour ne garder que le meilleur, l'œil du Guarana. Les grains ainsi isolés sont ensuite séchés à petit feu dans des fours en argile pendant 6 jours. Les graines peuvent aussi être pilées au mortier avec un peu d'eau pour former une pâte. Ces petits pâtons sont des coupes fins. Nous poursuivons la découverte du territoire Sataré-Maoué. Il y a là Leonson Ferreira et ses enfants qui ne rateraient pour rien au monde ses incursions dans la forêt.
Leonson Ferreira possède 70 hectares de forêt sur laquelle il a planté ses pieds de guarana et bien d'autres espèces. Le chef de famille se fait un devoir d'emmener avec lui ses enfants, pas seulement pour l'aider, mais aussi pour leur transmettre son savoir. C'est Toba Diaz Garcia qui l'a convaincu d'entrer dans le consortium. C'est quoi cet arbre, le pan rose? C'est un bois de rose, une essence de parfum. Vous avez déjà entendu parler de Marilyn Monroe? Elle n'aimait que ce parfum. Nous avons planté 10 000 arbres et souhaitons parvenir à plus de 100 000 pour vendre ce nectar sur le marché international. La marque Chanel est prête à acheter et financer la distillation de cette essence de bois de rose à travers Guayapi Tropical, entreprise française. Dans le consortium des Satare Mawe, tout est naturel. Les abeilles ont été réintroduites dans les cultures afin de donner de la vitalité à la production. Vraiment rien n'est laissé au hasard. Pendant ce temps-là, Leonson nettoie son terrain pour laisser respirer les différentes plantations. Il y a là de l'açaï, de l'andiroba pour faire de l'huile végétale, mais évidemment, le guarana est le roi. Quand la fleur de guarana est comme ça, c'est bon signe. Cela prouve que ça pousse bien. Combien de plants de guarana avez-vous ici? J'en ai 400, grands et petits. Maintenant, chaque année, ils fleurissent. Ça fait longtemps que vous en plantez? Cela fait 9 ans. Et vous parvenez à tirer un bon revenu? Maintenant, oui. J'ai commencé avec 4 kilos, puis 14 kilos et 25 kilos et demi. Cette année, je ne sais pas combien ça va faire, mais cela semble bien parti, car c'est déjà très fleuri. J'espère une bonne production cette année. Et c'est une ressource suffisante pour nourrir votre famille? Vous avez 4 fils? Oui, j'ai 4 fils qui m'aident. Je leur transmets mon savoir. Comment il faut traiter le guarana, le protocole à suivre. Je leur donne des conseils. Comment suspendre des sacs de guarana, comment on cuisine le fruit, comment on le collecte. Je transmets toutes ces informations à mes enfants. Et ils ont bien compris. Mon père m'enseigne comment il faut planter, comment il faut protéger et à quoi ça sert. De temps en temps, il m'emmène avec lui dans la forêt pour apprendre. Quand j'irai à la chasse, je saurai comment faire et je saurai comment avancer dans la forêt. Si on abat beaucoup d'arbres, on va manquer d'air parce que l'oxygène vient des plantes. C'est pour ça que là où on a abattu des arbres, il faut en planter d'autres. Et quand je grandirai, la forêt aura repris son visage d'avant. Et puis quand tu vas grandir, tu auras tes propres enfants. Tu leur apprendras quoi? Je leur transmettrai les choses apprises par mon père. L'éducation que mon père m'a donnée, je ferai la même chose que lui. Planter les mêmes plantes, ne jamais abandonner ma propre éducation. Sinon, mes enfants vont grandir avec une autre éducation. Et dans ce cas-là, c'est la faute du père qui ne transmet pas l'éducation qu'il a reçue de son propre père. Je transmettrai à mes enfants ce que mon père m'a transmis.
comment planter, comment me comporter avec l'environnement. Ce que je dois faire quand je serai grand. De l'Amazonie au champ de Guarana, en passant par la canne à sucre, le sort des Indiens est contrasté. Là où ils ont été chassés de leur terre, la forêt n'existe plus. Là où ils les ont récupérés, survivre n'est plus un défi.